Chers maîtres, chers collègues, bonjour à tous. Je suis trop petite. Donc je suis Dr Chloé Bernard, je suis chef de clinique en chirurgie cardiaque au CHU de Dijon et j'ai également le bonheur d'être chef de clinique rattaché au laboratoire d'anatomie de la faculté de Dijon. C'est un honneur pour moi de présenter aujourd'hui une étude qui me tient particulièrement à cœur et qui a été réalisée donc par l'équipe de chirurgie cardiaque et qui a pour titre « Délai optimal de revascularisation chirurgicale des patients hémodynamiquement stables et facteurs de mauvais pronostic ». C'est une présentation qui va être un petit peu interactive, donc si vous avez la possibilité de sortir vos smartphones et d'avoir accès à Internet, je vous demanderai de vous connecter sur le site WooClap, donc W2OCLAP. Je ne sais pas si il y a beaucoup de Wi-Fi ou si ça capte bien ici. Pour l'instant, j'ai plein. Une fois que vous serez sur le site, vous pourrez remplir dans le petit bandeau marqué code le mot-clé BAD PAC. Je suis pas sûre que ça fonctionne, on fera 100, sinon c'est pas un souci. Ça marche pas très bien, je suis désolé. On fera 100, c'est pas grave. N'est pas confortable. Il y en a qui ont réussi ? Ok, sinon ce sera à main levée. Très bien, je vous remercie. Donc, le sujet de cette étude, d'abord une mise au point, l'infarctus du myocarde, c'est une des causes majeures de mortalité dans les pays développés. C'est quelque chose qu'on sait, mais malheureusement, il n'y a pas de guidelines concernant le délai optimal pour revasculariser chirurgicalement ces patients. Donc, à quel moment est-ce qu'il faut leur faire leur pontage après leur événement aigu ? En pratique, on sait que seulement 5% des patients vont bénéficier en urgence de leur pontage en termes de premier traitement. Et malheureusement, cette chirurgie réalisée en urgence, elle est gravée d'une très forte morbimortalité, puisqu'on compte à peu près, dans la revue de la littérature, 15 à 20% de décès chez les patients qui sont opérés dans les 48 heures qui suivent l'infarctus, une mortalité qui diminue un petit peu lorsqu'on les opère après ce délai de 48 heures. Donc l'objectif de cette étude était de définir le délai optimal de revascularisation de ces patients. On a choisi d'étudier les patients qui étaient stables du point de vue hémodynamique, donc qui pouvaient potentiellement attendre un petit peu. Et les objectifs secondaires étaient donc de définir les facteurs de mauvais pronostic, qu'ils soient pré- ou péropératoires ou post-opératoires. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude rétrospective. Nous avons donc recensé 14 518 infarctus du myocarde qui sont arrivés au CHU de Dijon entre janvier 2007 et décembre 2017, donc presque sur 11 ans. Et parmi ces patients, 477 patients, soit 3,3% de la cohorte, a pu bénéficier de pontage en urgence. Nous avons divisé cette population en 3 groupes en fonction du délai de revascularisation. Dans le groupe 1, on retrouvait donc les patients qui avaient été pontés moins de 4 jours après l'infarctus et comprenait 111 patients. Le groupe 2 est composé des patients qui ont bénéficié de pontage coronarien entre J5 et J10 et dans le troisième groupe, tous les patients revascularisés au-delà de J11. Donc, on inclut, j'ai dit, les patients qui ont fait un infarctus du myocarde, qui étaient stables à l'admission lors du diagnostic et qui ont eu soit une chirurgie première, soit une chirurgie après un échec d'angioplastie primaire. Le critère de jugement principal était la mortalité à J30 et la mortalité intra-hospitalière. Les critères de jugement secondaire, donc on a pris des critères qui sont classiques comme les MACE, donc les événements cardiovasculaires et cérébraux majeurs, et on a également inclus un critère qui n'est pas du tout décrit dans la littérature, qui est en fait la récurrence, les récidives ischémiques. Ça nous paraissait logique d'essayer de voir si les patients avaient tendance à récidiver, à refaire une nouvelle douleur angineuse entre le délai en fait du premier infarctus et puis le moment où on les ponte. Donc concernant les résultats, lorsqu'on compare les 3 groupes, ils sont plutôt comparables, excepté pour la dyslipidémie, avec un taux plus important de dyslipidémie, moins important de dyslipidémie dans le groupe numéro 2, et la répartition également du nombre de stémies. On a plus de stémies, donc de patients qu'on juge a priori plus graves, d'après la littérature, dans le groupe numéro 1, donc les patients revascularisés plus rapidement. Il manque un bout de la diapo, je ne sais pas pourquoi.
C'était simplement pour dire que les patients avaient une répartition à peu près homogène dans les patients qui avaient en fait un ballon de contre-pulsion, notamment avant la chirurgie. Donc concernant la mortalité globale à J30 était de 34 patients, soit 7% total de la population. Vient le moment où vous intervenez. À votre avis, dans quel groupe est-ce qu'on avait le plus haut taux de mortalité ? Donc si ça fonctionne pour vous, c'est le moment de voter. Est-ce que les patients qui meurent le plus sont dans le groupe 1, c'est-à-dire les patients qu'on revascularise tôt ? Est-ce que les patients qui meurent le plus sont dans le groupe numéro 2 ou alors dans le groupe numéro 3 ? Il y en a combien qui peuvent répondre ? Bah là pour le moment ça vote, on a 2 votes, 3 votes. Sur cet échantillon. Donc, on peut voter à la main aussi pour les autres, non ? si vous voulez voter à la main, ceux qui ne font pas. Alors à votre avis, il faut revasculariser les patients quand ? Plutôt très tôt, plutôt moyennement tôt, plutôt très tard ? Alors très tôt, qui lève la main ? D'accord. Moyennement tôt. Ok, et très tard ? Ok. Donc notre étude a montré que il fallait plutôt revasculariser les patients entre J4 et J10. Le taux de mortalité est le plus important et en fait dans le premier groupe, les patients qui meurent le plus sont dans le groupe numéro 1. Concernant la répartition, les causes de décès, c'est quelque chose de très classique qui est décrit dans la littérature avec les défaillances multi-organes et les arrêts cardio-respiratoires, sans grande surprise. Maintenant qu'on sait quand est-ce qu'il faut a priori revasculariser les patients, ça c'est déjà une première chose qui est modifiable, on peut adapter notre prise en charge de cette façon-là. On a cherché à savoir quels étaient les facteurs de mauvais pronostic, donc les facteurs qui aggravaient encore la mortalité. Deuxième et dernier vote pour ceux qui se sont trompés, c'est le moment de se rattraper. Quels sont selon vous les facteurs de mauvais pronostic ? Donc on a l'âge, l'insuffisance rénale préopératoire, l'AOMI, une FEVJ altérée, le type d'infarctus du myocarde, les atteintes du tronc commun, les patients qui ont de l'aspégique en préopératoire, les patients qui ont un échec d'angioplastie, les patients qui ont un ballon de contre-pulsion, les patients qui font une récidive dans l'intervalle d'attente des pontages ou ceux qui saignent en post-opératoire. Il y a donc eu un vote, félicitations. Donc. Alors vous voulez convoquer comme vous voulez. Beaucoup de facteurs. Là. Alors en fait, oui, voilà, il y en a beaucoup. En fait, grossièrement, ça c'est tous les facteurs qui ont été étudiés un peu dans la littérature. Et ce qui est intéressant dans cette étude, donc on retrouve dans notre étude, comme dans toute la revue de littérature, l'âge, l'insuffisance rénale et l'AOMI. Ça, ce sont des facteurs vraiment mis en évidence, qui sont solides. Ce sont des facteurs de risque de mortalité pour ces patients. Ensuite, le saignement post-opératoire. Dans certaines études, on retrouve plutôt le taux de transfusion post-opératoire. On a un petit peu du mal à faire la part des choses à ce niveau-là. Le ballon de contre-pulsion, ça paraît logique, ça veut dire que c'est des patients qui sont finalement en assez mauvais état préopératoire. Et les échecs d'angioplastie, ça paraît logique aussi, c'est-à-dire que ces patients en auraient eu besoin, qui l'ont pas eu et qui meurent. La chose qui est plus intéressante, c'est donc cette récidive ischémique. C'est quelque chose, donc, je vous l'ai dit, qui n'avait pas été étudié dans la littérature et qui ressort en fait comme un facteur de mauvais pronostic post-opératoire. Du coup, on s'y est intéressé d'un petit peu plus près. On s'est dit, si on a mis en évidence un nouveau facteur de risque de mortalité, il faudrait qu'on arrive à le prévenir, à l'anticiper et à le traiter. Malheureusement, dans cette étude, la seule chose qui ressort, c'est que le facteur de risque, le risque de faire une récidive ischémique, c'est d'avoir un échec d'angioplastie. Donc c'est un petit peu compliqué de faire une conclusion là-dessus. Donc ce sera un petit peu le but d'une seconde étude, d'essayer de regarder comment est-ce qu'on peut prévenir cette récidive ischémique. Donc les limites de cette étude, c'était bien entendu son caractère rétrospectif, qui fait qu'on a un manque de données, notamment sur les troponines et les lactates, ce qui aurait pu nous orienter sur le degré de bas débit des patients, ce qui justifiait notamment la mise en place d'un ballon de contre-pulsion. Mais également, on n'a pas les dates de début et surtout d'arrêt des antiagrégants plaquettaires ou encore des anticoagulants. Étant donné que le saignement post-opératoire est un facteur de risque de mortalité, ça paraît assez important d'avoir cette donnée. Donc en conclusion,
Cette étude permet de répondre à une question sur un sujet qui est d'actualité. Donc les patients qui font un infarctus, qui sont stables à l'arrivée, on doit attendre au moins 4 jours pour leur faire des pontages. C'est ce qui va permettre de les sauver. Et pendant ces 4 jours, on peut en profiter pour essayer d'analyser un petit peu leur situation générale, de voir quels sont les autres facteurs de risque qui peuvent gréver leur pronostic, et on peut essayer d'améliorer leur pronostic, notamment par exemple en les transfusant avant, puisqu'on a vu que le saignement post-opératoire et la transfusion post-opératoire étaient des facteurs de risque de mortalité. Donc là, on est face à une chirurgie, à une médecine personnalisée qui est d'actualité, et donc la nécessité de bien analyser le statut du patient et de discuter vraiment en équipe de la prise en charge du patient pour ne pas faire la même chose à n'importe qui, parce que tous les patients sont différents. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, des questions. Là, vous avez tous mal répondu. Hein. Il n'y en a pas un qui a dit qu'il fallait l'opérer entre le 4e et le 10e jour. Donc je pense que vous avez des questions à poser. Non? Vous êtes convaincu par les résultats de cette étude? De toute façon, le résultat est clair. Bon, c'est une étude rétrospective, mais on voit bien que ça améliore la prise en charge des patients. Non, mais j'ai un peu tiqué sur le fait de transfuser les malades en préopératoire, parce que les anesthésistes sont assez excités avec le blood patient management, avec des résultats assez conséquents, pas seulement en chirurgie cardiovasculaire, mais dans beaucoup de chirurgies où finalement on était rentré dans une période d'épargne sanguine, tout ça, et en fait on se rend compte que on ferait bien de plus s'intéresser à ces facteurs en préopératoire. Manifestement, ça améliore les suites opératoires, que les malades soient bien compensés sur le plan martial et sur le plan globulaire. Pas de questions? Est-ce qu'il y a eu déjà d'autres essais de ce type qui vont dans le même sens, ou bien c'est la première fois qu'on s'intéresse à ce problème? Je ne suis pas du tout chirurgien cardiaque, hein, donc vraiment en fait, j'ai commencé à étudier la question il y a 3 ans, et j'avais fait une première revue de la littérature et une méta-analyse. Le problème, c'est que ce sont quasiment toutes des études rétrospectives. Il y a quelques études multicentriques, mais les résultats n'étaient pas du tout significatifs. Et surtout, les études sont très très hétérogènes, avec des cut-offs. Il y a des études qui répartissaient les groupes en moins de 24 heures, plus de 24 heures. Il y en a qui faisaient moins de 7 jours, plus de 7 jours. C'était vraiment très très hétérogène, donc très dur à comparer. Et en fait, nous, pour étudier un peu, en fait, on a d'abord fait une courbe de répartition des décès pour essayer de faire des groupes et puis de voir vraiment ce qui allait ressortir. Voilà. Donc vous avez commencé l'étude prospective. Voilà, le but, ça va être de faire une petite prospective. Ça ne devrait pas poser trop de soucis, parce que là, on nous demande de retarder un peu la chirurgie, donc on préfère la retarder un petit peu plutôt que la précipiter, surtout pour la place de bloc opératoire. Donc voilà, le but, ce serait de faire une étude, de voir si vraiment on a un impact sur la mortalité en retardant jusqu'à 4 jours au moins la chirurgie. Je voulais vous demander, la mortalité des malades opérés tôt n'est-elle pas due au fait que c'est les plus graves? On pensait que c'était le cas. En fait, dans la répartition, on a regardé un petit peu. C'est pour ça qu'on a fait une étude. On a fait une étude multivariée pour comparer donc les 3 groupes. On pensait qu'effectivement le groupe numéro 1 était le plus grave, et en fait non. La seule chose qui est différencie, en fait, c'est la dyslipidémie. Il n'y a pas plus de ballons de contre-pulsion dans le groupe 1 que dans le groupe 2 ou le groupe 3. Ce qui nous manque effectivement, ce que je disais, c'est les lactates et les troponines. Peut-être qu'il y aurait une différence à ce niveau-là, mais on n'a pas vraiment tout le recueil. Voilà. Mais avec tous les critères qu'on a recueillis, non, il n'y a pas vraiment de différence entre les patients. Et alors, comment vous allez construire cette étude prospective? Vous n'allez pas faire une étude comparative. Non. Avec les résultats que vous avez, vous n'avez plus le droit de faire l'étude comparative. Non. Et puis même éthiquement, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, le but, c'était de voir avec l'USIC. Dès qu'un patient arrive avec un infarctus du myocarde, on lui fait tous les bilans pour avoir toutes les données, on temporise, on essaie de temporiser si possible jusqu'à CJ4, si besoin on leur met un ballon de contre-pulsion pour attendre un petit peu, mais voilà, il n'y aura pas de groupe. Le but ça va vraiment être de voir si on a vraiment un impact en retardant jusqu'à J4, il n'y aura pas de groupe de comparaison.
Par contre, vous aurez les facteurs de risque et vous pourrez... Voilà. avancer. Le but serait d'optimiser, de profiter des 4 jours en fait, pour optimiser les patients au maximum. En fait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, donc,